curtain has descended across the Он заведен принципом полноправия totalitarian dictatorship of the Soviet military buildup on the island of Cuba. Władysław Kozakiewicz, le bras d'honneur de la Pologne à l'Union soviétique. 30 juillet 1980, Jeux olympiques d'été, stade central Lénine à Moscou. Władysław Kozakiewicz s'élance perche à la main, et sous les sifflets et les huées, il plante sa perche, s'envole et passe la barre des 5,75 m. Znów wieje ten wiatr. Władysław Kozakiewicz. Pierwsza próba 5,70. Jest! Coś nieprawdopodobnego. W takiej formie nie widzieliśmy chyba Kozakiewicza w żadnym z dotychczasowych konkursów. Son rival, le soviétique Konstantin Volkov, s'est cassé les dents quelques instants plus tôt contre cette barre. C'est fait. Władysław Kozakiewicz est médaille d'or. Il se relève, se tourne vers la tribune soviétique et en guise de célébration lui adresse un bras d'honneur que l'histoire retiendra comme le bras d'honneur de la Pologne à l'Union soviétique. Pourquoi ce geste rageur d'un sportif ravi de faire taire une tribune qui le sifflait est-il devenu un tel symbole ? Pour répondre à cette question, il faut s'intéresser à deux éléments. D'une part à la rancœur profonde du peuple polonais envers l'Union soviétique et d'autre part au contexte international dont la matrice est l'invasion de l'Afghanistan par l'URSS l'année qui précède les Jeux. La Pologne avait disparu de la carte du monde en 1795 après 3 partages successifs entre l'Empire russe, la Prusse et l'Autriche. Elle renaît de ses cendres en 1918 avant que le traité de Versailles de 1919 reconnaisse son indépendance. Une guerre s'ensuit entre la Pologne et la RSFR, République socialiste fédérative de Russie, ancêtre de l'URSS, pour fixer la frontière entre les deux entités. La RSFR est déchirée par la guerre civile et ne peut lutter sur tous les fronts, aussi est-elle vaincue par la Pologne dirigée par le maréchal Pilsudski. La frontière est fixée 200 km à l'est de la ligne Curzon, frontière proposée par le ministre des Affaires étrangères britannique Lord Curzon comme ligne d'armistice possible dans le conflit russo-polonais. C'est une grande victoire pour la jeune République de Pologne, dont l'existence sera cependant de courte durée. En 1939, le pacte germano-soviétique signé par Ribbentrop et Molotov conduit à une nouvelle invasion de la Pologne et à son partage entre l'Allemagne nazie et l'URSS. Ce nouveau partage s'accompagne d'un grand nombre d'exactions telles que le massacre de Katyn. Le 5 mars 1940, Beria envoie une lettre au Politburo, organe central du Parti communiste soviétique, qui commence en ces termes. Un grand nombre d'anciens officiers de l'armée polonaise, d'anciens fonctionnaires de la police et des services de renseignement polonais, de membres des partis nationalistes contre-révolutionnaires, de membres d'organisations d'opposition contre-révolutionnaires dûment démasquées, de transfuges et autres, tous, ennemis jurés du pouvoir soviétique, pleins de haine contre le système soviétique, sont actuellement détenus dans des camps de prisonniers de guerre du NKVD de l'URSS et dans des prisons situées dans les régions occidentales d'Ukraine et de Biélorussie. Dans cette lettre, Beria demande d'appliquer à ces prisonniers le châtiment suprême, la peine de mort par fusillade. Le Politburo donne son aval et 22 000 Polonais sont tués, leurs familles rassemblées et déportées. Tous les massacres n'ont pas lieu au même endroit, mais c'est le nom de Katyn que l'histoire retiendra. Cet événement est devenu emblématique, mais il n'est qu'une des exactions sanglantes commises à l'encontre des Polonais durant la Seconde Guerre mondiale. Il a fallu attendre 1990 pour que l'URSS, dirigée par Mikhaïl Gorbatchev, reconnaisse le massacre de Katyn et présente des excuses à la Pologne. Il convient aussi de souligner qu'avec la mise à disposition d'archives américaines le 10 septembre 2012, il est apparu que dès 1943, les États-Unis savaient que l'URSS était responsable du massacre de Katyn et non l'Allemagne nazie. Les États-Unis ont préféré garder le silence puisque l'URSS était alors leur allié dans la lutte contre l'Allemagne. Ce n'est qu'en 1952, en pleine guerre froide, que les États-Unis ont conclu publiquement à la responsabilité de l'URSS dans le massacre de Katyn. Après s'être partagé la Pologne, l'Allemagne et l'URSS entrent en guerre en 1941. En 1944, l'armée rouge fait reculer l'Allemagne et entre finalement dans Varsovie le 17 janvier 1945. Staline a laissé la résistance polonaise se faire massacrer par les Allemands. Alors que l'armée rouge approchait, l'insurrection de Varsovie, soulèvement armé contre l'Allemagne, démarre, mais l'armée rouge s'arrête aux portes de la ville et laisse les Allemands mater l'insurrection. Débarrassée des élites de la résistance, l'URSS impose le communisme à la Pologne et la contraint à rejeter le plan Marshall en 1947. La Pologne devient alors le vassal de l'URSS. Lorsque le dirigeant communiste polonais Władysław Gomulka souhaite donner plus d'indépendance à son pays, il est accusé de déviation nationaliste de droite et est démis de ses fonctions. Malgré un certain dégel politique après la mort de Staline en 1953, le régime communiste polonais reste très impopulaire et un soulèvement a lieu en 1956 à Poznań. L'URSS est obligée de rappeler Gomulka pour apaiser le peuple. Après une période de détente, un nouveau raidissement politique a lieu.
L'élection en 1978 du Polonais Karol Wojtyła comme pape, qui prend le nom de Jean-Paul II, donne un nouveau souffle à l'opposition au communisme dans ce pays très catholique. La situation économique de la Pologne ne cesse de se dégrader depuis 1973 et le premier choc pétrolier, et des grèves s'organisent à l'été 1980, peu de temps avant les Jeux Olympiques de Moscou. C'est dans cet historique relationnel très conflictuel et plein de rancœur entre la Pologne et l'URSS qu'ont lieu les Jeux Olympiques d'été de Moscou en 1980. Le Polonais Władysław Kozakiewicz fait partie des favoris pour l'épreuve de saut à la perche. Lorsque la barre des 5,65 m est atteinte, ils ne sont plus que 4. Le Français Philippe Ouvion, le Russe Konstantin Volkov, un autre Polonais Tadeusz Ślusarski, et lui, Władysław Kozakiewicz. Philippe Ouvion, pourtant détenteur du record mondial avec un saut à 5,77 m, échoue à la barre des 5,65 m. C'est entre deux perchistes polonais et un perchiste russe que la médaille d'or se joue. Tout au long de la compétition, le public russe a sifflé et hué les athlètes étrangers. Ni Konstantin Volkov ni Tadeusz Ślusarski ne parviennent à franchir la barre des 5,75 m et finissent à égalité. Władysław Kozakiewicz passe la barre à son premier essai, avant de décocher un bras d'honneur à la tribune soviétique. Dans la foulée, il bat le record du monde en franchissant la barre des 5,78 m et reproduit son geste. Ces bras d'honneur qu'il adresse à la tribune soviétique n'étaient que la réaction d'un sportif qu'on a cherché à déconcentrer tout au long de la compétition, mais qui parvient malgré tout à s'imposer. Il dira lui-même dans sa biographie « Don't Tell Me How to Live », parue en 2013. La vérité, c'est que ces deux gestes étaient des réactions spontanées au sifflet et à l'hostilité des tribunes, et aux escroqueries des officiels qui favorisaient les athlètes locaux. C'était ma manière de leur dire « Sifflez-moi tant que vous voulez, je reste le meilleur ». C'est le contexte des relations entre la Pologne et l'URSS décrit plus tôt qui a donné un sens politique à ce geste, celui d'une nation opprimée qui fait un bras d'honneur à son oppresseur. En effet, les Polonais ne sont pas les seuls à avoir voulu voir dans le geste du perchiste le rejet de l'URSS et du communisme. Le contexte international d'extrême tension entre le bloc occidental et le bloc communiste explique que le monde occidental ait lui aussi voulu donner une signification politique à ce bras d'honneur. Je vous propose d'écouter un extrait du discours du président américain Jimmy Carter du 4 janvier 1980 qui témoigne de ces tensions et qui dresse un éloquent topo de la situation géopolitique du monde à la veille des Jeux Olympiques. This invasion is an extremely serious threat to peace because of a threat of further Soviet expansion into neighboring countries in Southwest Asia, and also because such an aggressive military policy is unsettling to other peoples throughout the world. This is a callous violation of international law and the United Nations Charter. It is a deliberate effort of a powerful atheistic government to subjugate an independent Islamic people. We must recognize the strategic importance of Afghanistan to stability and peace. A Soviet-occupied Afghanistan threatens both Iran and Pakistan and is a stepping stone to possible control over much of the world's oil supplies. The United States wants all nations in the region to be free and to be independent. If the Soviets are encouraged in this invasion by eventual success, and if they maintain their dominance over Afghanistan, and then extend their control to adjacent countries, the stable, strategic, and peaceful balance of the entire world will be changed. This would threaten the security of all nations, including, of course, the United States, our allies, and our friends. On voit à travers ce discours de Jimmy Carter à quel point l'invasion de l'Afghanistan par l'URSS était vue comme une menace. Si l'on sait aujourd'hui que cette invasion s'est soldée par un échec et a contribué à fragiliser l'URSS, elle était perçue à l'époque comme un premier pas vers une prise de contrôle des ressources pétrolières du Moyen-Orient par l'URSS. Sous la pression du monde politique, le comité olympique américain décide de boycotter les Jeux de Moscou. Plus de 60 pays suivent le mouvement et boycottent les Jeux en protestation des agissements de l'URSS. Ce contexte international explique que les Occidentaux aient eux aussi voulu voir dans le bras d'honneur de Władysław Kozakiewicz un sens politique, témoin des fissures qui s'accentuaient au sein du bloc communiste. C'est ainsi que le geste du sportif a fait de lui un héros en Pologne et que l'événement a eu un retentissement mondial. L'ambassadeur de l'URSS en Pologne demande immédiatement que le perchiste rende sa médaille d'or. Une commission est mise en place pour juger l'incident, mais finalement la pression retombe et l'affaire s'arrête là. Le pouvoir communiste polonais n'aura toutefois de cesse de faire obstacle à Władysław Kozakiewicz, l'empêchant de participer à des compétitions internationales dans les années suivantes.
Dans un entretien avec l'équipe en 2012, il déclare, parlant de l'année 1985, « Cette année-là, le président de la fédération m'a convoqué pour me dire que si je ne franchissais pas 5,70 m, mes invitations à l'étranger seraient attribuées à un autre athlète. Même si ce dernier ne sautait pas plus de 5,20 m. C'était fou. J'avais 32 ans, j'avais tout fait pour la Pologne, je vivais de la perche, une compétition me rapportait dans les $5 000, et ce gars-là voulait m'interdire de sauter. » Il finit par quitter la Pologne et s'installer en Allemagne dont il obtient la nationalité. Quelques années plus tard, le régime communiste polonais s'effondre, puis l'URSS se délite. Władysław Kozakiewicz peut retourner dans son pays où il est toujours un héros national. Merci d'avoir écouté, c'est la fin de ce premier podcast sur le sport dans la guerre froide. Le prochain épisode portera sur le bain de sang de Melbourne en 1956. À bientôt.